Hormuz, à l'heure où on se parle, est bloqué. Et pour autant, le marché a vraiment acheté la paix. Écoute, t'es en train de me dire qu'il ne faut pas investir en Europe. Alors non, les deux gros points d'intérêt aujourd'hui que je visualiserai en Europe, c'est des belles sociétés plutôt des côtés, et voilà tous ces grands thèmes autour de la souveraineté européenne. Maintenant, le danger, c'est qu'on soit sur ce niveau de taquet, et qu'en gros, on ne puisse pas ou difficilement aller plus haut. C'est que globalement, dans l'histoire, à chaque fois que tu as eu une augmentation des profits des entreprises, ça s'est traduit par une augmentation du nombre de salariés. Et là, c'est la première fois du coup, en 2025, qu'on a à la fois une augmentation des bénéfices des entreprises avec moins de salariés. Maintenant, le côté négatif, c'est qui va financer les retraites. C'est le graphic shock parce que je pense qu'il va prendre beaucoup de gens à contre-pied. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves en plein milieu d'un choc géopolitique énergétique qui est majeur. Et dans le même temps, tu as des révisions à la hausse des résultats attendus des entreprises. On l'a vu au mois de janvier, on en parlait ensemble sur les métaux précieux. Quand ça augmente comme ça en ligne droite, la tendance, elle est quand même difficile à tenir. Moi, typiquement, je suis pas acheteur en l'état actuel des choses. Je pense qu'il peut être opportun pour celles et ceux qui ont profité de prendre peut-être quelques bénéfices parce que clairement, c'était pas tenable. On peut pas augmenter de 50% tous les mois. C'est la semaine la plus importante de tout le trimestre. Bonjour à tous, nouvelle semaine avec Sonsi. Cette semaine, nous a trouvé du graphique, c'est un peu dense, mais tenez-vous bien, c'est encore du graphique que les pros de l'investissement regardent, que les médias traditionnels ne vous montrent jamais. Et cette semaine, on commence évidemment par le Détroit d'Ormuz. Et là, voilà, ça ne peut pas être plus clair. Ouais, exactement. Je trouve que c'est le meilleur graphique pour commencer cet échange cette semaine. Puisqu'on le sait, on a des discussions qui sont en cours. On a un peu la sensation que le sujet patine totalement entre les États-Unis et l'Iran. On avait l'impression qu'on était très proche d'un accord la semaine dernière. Et là, je dois dire qu'il ne se passe plus grand-chose. Donc voilà, ça me semble important de revenir finalement sur le fait qui est le plus important autour de ce conflit. Encore une fois, c'est pas son intensité, c'est pas le poids des bombes, etc. C'est vraiment ce blocage du détroit d'Ormuz qui provoque des répercussions sur la macroéconomie mondiale. On le dit et on l'a répété plein de fois, Miguel, depuis le début. Les répercussions de ce conflit, elles seront plus ou moins importantes en fonction de sa durée. Ça commence à durer, on n'est plus très loin des 60 jours, je crois que ce sera en cette fin de semaine. Donc voilà, le graphe, il est équivoque, hein. On parle des navires commerciaux, donc c'est tout ce qui est tanker, tout ce qui est bateaux de marchandises, de containers, etc., qui est, on le voit sur le graphique, quasiment à l'arrêt, entre les bateaux qui sont censés entrer, les bateaux qui sortent. On voit que plus rien ne se passe, la situation est totalement enlisée. Donc ça va commencer potentiellement disons, engendrer des répercussions sur l'économie si ça continue ainsi. Et rappelons-le, un bateau de cette taille-là avance à la vitesse d'un vélo. Donc ça met toujours un mois à arriver à destination. Donc même si demain il y a une paix, le bateau du pétrole qui va sortir ou du gaz du Détroit, il va mettre un mois à arriver à destination. Oui, c'est ça. Alors ça dépend, 15 jours pour aller peut-être en Chine, il y a des un mois pour aller en Europe et puis 45 jours pour aller aux États-Unis. Mais non, mais c'est pas comme ça, quoi. Il y a pas mal de sujets. Alors, tu as 100% raison. Il y a déjà ce point, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Détroit sera totalement réouvert, c'est pas dans un claquement de doigts que la destination la plus éloignée à des milliers de kilomètres va se retrouver approvisionner justement en pétrole, en gaz ou je ne sais quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'a priori, des informations qu'on a aujourd'hui, le Détroit serait miné. Donc, c'est-à-dire que si demain, il y a un accord de paix, on l'espère tous, il faudra quand même du temps pour le déminer, pour faire en sorte que le flux, disons, qu'on observait avant conflit puisse vraiment s'opérer. Donc voilà, encore une fois, le sujet le plus important que j'ai envie de soulever derrière ce graphique, c'est le temps et la durée. On disait au début qu'un mois, c'était une date un petit peu importante. Là, on s'approche vraiment des 2 mois. Donc les répercussions, voilà, encore une fois, plus ça dure, plus elles seront lourdes de sens et de conséquences, a priori, pour l'économie mondiale. Ok, très bien. Et parlons du coup d'économie mondiale. On parle souvent, entre guillemets, à ce moment de l'Iran et des États-Unis, mais il y a l'Europe, hein, là où on vit. Et là, tu nous montres un petit graphique qui montre les prévisions de... Genre, je te laisse expliquer, mais c'est le PMI. Vas-y, explique-le parce que tu vas l'expliquer mieux que moi. Exactement. Bon, tu le sais, Miguel, moi je suis assez fan de parler très souvent d'indicateurs macroéconomiques, des valorisations et des flux. Oui. Là, on parle vraiment de la macro. Alors, je fais juste un micro-point de définition. Dans les données macroéconomiques que tout investisseur peut suivre tous les jours, il y a des publications qui sont données.
Grosso modo, il y a deux grandes typologies de données macroéconomiques qui sont publiées régulièrement. Il y a ce qu'on appelle d'un côté les hard data, donc qui sont les données publiées, les données fiables qui sont vérifiées, par exemple le PIB. Ou les résultats d'un trimestre. Le Au deuxième PIB, le taux de trimestre. chômage, enfin voilà, Oui. ce genre d'informations-là, qui sont capitales, mais qui arrivent très souvent avec un petit peu de retard. Typiquement, si je te donne un exemple, mais si tu veux le PIB définitif du T1, bah, il faut attendre, Le T2. pour le coup, le début du T3. Il y a Oui, c'est toujours ça. des révisions justement qui sont faites. Donc pour avoir le chiffre officiel et définitif, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est le problème des hard data, elles arrivent souvent un petit peu en retard. Du coup, pour tenter d'avoir une lecture un petit peu plus dynamique de l'activité en temps réel, on a ce qu'on appelle les soft data. Ouais. Et donc les enquêtes PMI, parmi les soft data, c'est vraiment la soft data reine, c'est celle qui est la plus observée. Et donc là, en l'occurrence, on parle de données d'enquête. Donc s'agissant du PMI, en fait, on va interroger des centaines, voire des milliers de directeurs d'achat de grandes entreprises pour en fait avoir leur pouls de la situation, sur leurs commandes, sur leurs prix, sur leur confiance dans l'activité sur les mois qui suivent. Donc vraiment pour avoir une enquête de sentiment en temps réel sur le ressenti de personnages clés au sein de sociétés, de secteurs qui sont très divers et variés, pour vraiment se faire un ressenti. Et derrière cette enquête-là, il y a un seuil clé à connaître, c'est le fameux seuil des 50. Oui. Et donc on considère que si tu es au-dessus de 50, l'économie, entre guillemets, est en expansion. Donc c'est une donnée, pour le coup, qui est plutôt positive, ça veut dire que l'économie croît. Et à l'inverse, si tu descends sous 50, pour le coup, c'est plutôt un signe à l'inverse Négatif, oui. de ralentissement économique. Donc il y a toujours deux choses qui sont intéressantes à analyser. C'est où est-ce qu'on se situe, en phase d'expansion ou en phase de ralentissement. Et deuxièmement, la dynamique. Est-ce qu'on a une dynamique qui continue, qui se casse? Donc c'est des données qui sont publiées tous les mois. Ok. Et là, le graphe que je te partage, c'est la dernière, elle date de quelques jours. Donc ce PMI pour la zone euro dans son ensemble au titre du mois d'avril. Et là, pour le coup, ça va faire écho à ce que je disais juste avant sur l'enlisement autour du détroit d'Ormuz. On voit qu'il y a des répercussions, puisqu'on a le PMI des services en Europe qui chute de manière assez sèche. Ouais. On Donc le c'est voit. la ligne noire. Exactement, c'est la ligne noire sur le graphique, donc on voit qu'on était en phase d'expansion. Oui. Là, il y a une chute qui est pour le coup très significative, donc ça veut dire que les directeurs d'achat dans l'industrie des services commencent à s'inquiéter entre guillemets sur l'avenir, donc c'est quelque chose d'hyper important. Et on a la courbe bleue, Oui. pour le coup, qui représente le PMI donc manufacturier, donc en gros c'est cette fois-ci, c'est pas l'univers du tertiaire et des services, mais c'est tout ce qui concerne, grosso modo, l'industrie. Et donc là, pour le coup, on voit qu'il y a une progression qui se poursuit. Et tu as la courbe, finalement, qui est la plus importante. Orange, jaune. Orange, c'est le PMI composite, donc qui tient compte du PMI des services et manufacturier. Et en fait, on voit, pour le coup, que ce PMI composite, il suit beaucoup plus les services. C'est assez logique parce qu'il est pondéré par rapport à la taille de chacun des deux secteurs dans le PIB européen. Et les services, en zone euro comme dans beaucoup de pays développés, pèsent 70% du PIB européen. Donc il a une pondération beaucoup plus importante que le PMI manufacturier dans ce PMI composite. Donc on voit cette dynamique qui est plutôt négative. Et pourquoi ça monte du coup la thématique ça, ou Le manufacturier alors c'est une bonne question. Je dois dire que j'ai deux hypothèses. La première, c'est que je pense que certaines entreprises anticipent des pressions inflationnistes, voire des goulots d'étranglement, et reconstituent des stocks justement pour pas payer le pétrole peut-être plus cher ou des matières premières qui vont commencer à exactement, c'est-à-dire que encore avoir une leur fois, prix doublé. c'est le côté très industriel, donc pour le coup qui est directement lié à l'inflation. Donc les directeurs d'achat peuvent être tentés justement de reconstituer des stocks avant que les augmentations de prix se matérialisent justement dans les prix. Donc ça, c'est le premier point. Donc cette explication, pour le coup, elle n'est pas forcément extrêmement rassurante, elle est plus du coup technique. Donc c'est un petit peu
comment dire, je prends de l'avance sur mes stocks pour être sûr Oui, déjà d'en avoir. ça augmente, mais ça va baisser C'est ça, prochainement, quoi. j'ai peur des pénuries et j'ai peur de la hausse des prix, donc je reconstitue Ouais. mes stocks maintenant pour éviter de me rajouter des problèmes demain. Donc ça, je pense que c'est une explication. Et la deuxième, qui pour le coup est beaucoup plus positive et plus structurelle, c'est tous ces plans de souveraineté Les qu'on fameux plans allemands, Ouais, justement. voilà, qu'on entend, et c'est beaucoup de souveraineté justement sur le plan de l'industrie, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui sont véhiculés par les États et même par l'Union européenne La en défense, particulier. tous les États membres Ouais, de exactement. l'OTAN ont augmenté leur. Ouais, alors c'est même pas l'OTAN, c'est l'Europe. Oui, je sais, non, mais dans le sens où tous les pays européens ont augmenté leurs Ouais, dépenses en armement. exactement. Malheureusement. Et donc, tu as ça, tu as voilà, le côté protection, Oui. donc avec l'industrie effectivement de la défense, mais tu as aussi toutes ces politiques, disons, de réindustrialisation. On a un peu la sensation aujourd'hui que on a connu des années de mondialisation et en gros l'idée pendant très longtemps c'était d'optimiser ses coûts et Oui. d'aller produire dans des zones où la main-d'œuvre était souvent moins chère. Là, on voit qu'il y a un vrai changement de paradigme. Aujourd'hui, on a peur des pénuries, on a envie de contrôler. Donc en fait, tout ce qui est hors de contrôle à des centaines de kilomètres, bah, pour le coup, ça effraie. On le voit, hein, typiquement, on a besoin de pétrole du Moyen-Orient, bah, on est en difficulté. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette logique assez claire qui s'est matérialisée maintenant depuis pas mal de temps. Voilà, d'être Oui, autosuffisant, voilà. en La l'occurrence transition dans pas mal de écologique, du sujets. coup, peut-être plus du solaire, éolien, Alors, tu as raison. tout ce qui est voiture électrique. T'as raison, il y a aussi le côté très écologique, mais pour tout un tas de raisons, voilà, on observe, disons, ces Mais plans bon, de souveraineté. Alors, il y a souveraineté et un peu protectionnisme. oui. Ce Ils qui peuvent se peut-être passe. surfer sur la vague de l'écologie, mais ce qui fait bouger aujourd'hui, c'est que le pétrole, il est à $100. Non, c'est ça, mais ça, C'est tu pas le. la conscience écologique des Non, États. alors, ouais, malheureusement, je pense que ce serait un peu cynique de le penser, parce que typiquement, tu as Trump Oui. qui pousse depuis L'inverse, le oui, bah début ça pour c'est. réindustrialiser les États-Unis, donc faire en sorte qu'il y ait pas mal d'usines justement qui s'implantent là-dessus. On en a beaucoup parlé l'année dernière sur le volet des droits de douane. Il conditionnait, disons, Oui. des exceptions et des ristournes sur les droits de douane si les entreprises jouaient le jeu et construisaient des usines aux États-Unis. Donc on voit que c'est un vrai sujet pour beaucoup d'États et beaucoup de zones géographiques. Donc voilà, ça peut s'expliquer également par ce niveau-là. Mais voilà, globalement, il faut retenir qu'en Europe, le PMI composite, donc qui reprend vraiment l'économie dans sa Plutôt globalité, à la baisse, quoi. voilà, il a plutôt plongé. Ok, très bien. Écoute, tu es en train de me dire qu'il ne faut pas investir en Europe. Alors non, je suis en train de te montrer, alors effectivement, c'est vrai que c'est pas une manière, disons, très commerciale Voilà. de vendre l'investissement européen. Pour le coup, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment faire preuve de sélectivité, mais il y a quand même des belles histoires justement en Europe, des sociétés euh, sur le plan notamment de la value. Alors tu sais, on l'a partagé ensemble, Oui. je peux donner cet exemple tant que j'y pense. Euh, Tu sais, on a déjà partagé dans Plusieurs précédentes vidéos, oui. vidéos les allocations pour le coup qu'on met en place pour nos clients. Et c'est vrai que moi j'ai une vision plutôt constructive, donc plutôt positive sur la value européenne depuis un petit moment, grosso modo depuis janvier 2025, donc ça fait maintenant près d'un an et Ouais, demi. ouais. Et typiquement, je trouve qu'il y a toujours encore des belles valeurs, justement plutôt des côtés à aller chercher. Je regardais typiquement pas plus tard que ce matin, ce fonds, en l'occurrence dont je te parle, il est à 6% de performance depuis le début de l'année, alors qu'on a un CAC qui est plutôt à -1, un stock 600 qui est à 1,5. Et voilà. Donc, euh, clairement, ces données, ces enquêtes de sentiment, c'est pas quelque chose qui tend à être extrêmement rassuré sur l'investissement dans la zone. En revanche, voilà, si tu fais preuve de sélectivité, il y a encore, je trouve, plein de bonnes affaires. Et l'Europe, à l'inverse des États-Unis, on en parlera tout à l'heure, se paye quand même sur des niveaux de Oui, valorisation qui sont plus raisonnable. beaucoup plus raisonnables. Donc voilà, attention. Compte tenu de la tension géopolitique. Ouais, non, mais c'est ça. Mais donc il y a, voilà, je dis pas que tout est intéressant. Il faut faire, voilà, attention. Des Non, sélectivités. voilà, la sélectivité est, je pense, vraiment plus importante que jamais. Pas le cas qu'en Europe d'ailleurs, hein. Objectivement, j'ai un peu ce sentiment de manière assez généralisée. Donc voilà, il y a des belles choses à faire. Donc
mon sentiment sur la value, il y a des choses que j'aime bien. Et j'aime aussi beaucoup, on va revenir sur ce que je disais à l'instant, mais sur tout ce qui touche ce thème de la souveraineté des États. Oui. Parce que derrière, c'est des tendances qui sont vraiment séculaires de long terme. Donc, il va y avoir des flux importants qui vont être positionnés sur ces sociétés. Donc, on pense évidemment en Europe aux semi-conducteurs, donc des boîtes comme ASML. On pense à des boîtes dans l'énergie, dans les ressources de base, dans la défense, clairement. Donc, voilà, c'est les deux gros points d'intérêt aujourd'hui que je visualiserai en Europe. C'est voilà, des belles sociétés plutôt des côtés, plutôt acycliques. Attention quand même aux sociétés un peu trop cycliques. On l'a vu dans le luxe, il y a quand même un petit peu de difficulté en ce moment. Et voilà, tous ces grands thèmes séculaires autour de la souveraineté européenne Ok. me semblent toujours être des bonnes idées, voilà, malgré des données macro qui sont pas hyper reluisantes. Pour l'instant. Ouais. Parlons des États-Unis. Les SP500, tu nous montres un graphique où les marges nettes, elles font que augmenter, quoi. Ouais, exactement. Et donc là, on a les prévisions. Donc encore une fois, je précise qu'on est en plein dans la saison des résultats, de publication des résultats des entreprises. Donc là, c'est un chiffre estimé. On attend 13,4% de marge nette sur les entreprises du S&P 500. Donc on rappelle, le S&P 500, c'est les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. Et donc là, il y a plusieurs choses qui sont importantes à rappeler. C'est que à ce niveau-là, on marque une progression ininterrompue depuis fin 2021. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui plus haut que les hauts niveaux entre guillemets du post-Covid. Donc on atteint aujourd'hui des niveaux de marge qui sont franchement assez fantastiques. Et donc ça, on peut clairement le mettre en perspective du niveau de valorisation. Tu sais, on entend souvent, et on le dit d'ailleurs nous-mêmes, Que c'est trop cher. le niveau de valorisation, disons, des entreprises américaines, qui sont effectivement plus chères que leurs métriques historiques. Je les rappelle, sur les 50 dernières années, les marchés américains ont plutôt tendance à se payer entre 17 et 19 fois les bénéfices attendus de l'année. En ce moment, on est plutôt à 21, 22 fois. Donc il y a clairement aujourd'hui une surprime. Mais en même temps, quand tu vois ces niveaux de marge qui sont largement au-dessus des métriques historiques, bah, il y a une certaine logique sur le fait que voilà, actuellement, les marchés se payent cher, ils price cette perfection qui est toujours voilà, en place sur les marchés américains. Et du coup, là, on voit sur le graphique que depuis 2024, ça fait qu'augmenter. Mais est-ce que ça peut continuer? Est-ce qu'on peut aller au-delà, puisqu'on peut aller à 14, 15% des marges? Alors, c'est évidemment la question dont beaucoup aimeraient avoir une réponse précise. Évidemment, Donc, je vais te donner un petit peu mon sentiment. Maintenant, voilà, c'est un sentiment qui va s'affiner avec le temps au rythme déjà des publications des résultats qu'on va continuer à obtenir. Plusieurs choses qui me viennent à l'esprit quand tu me poses cette question. La première, c'est qu'on arrive quand même sur des niveaux de marge qui sont historiquement élevés. Et je vais m'amuser à te sortir un dicton boursier que tu as peut-être déjà entendu, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Que tu l'as dit plusieurs fois déjà. Voilà. Et à un moment donné, je pense que voilà, les entreprises auront évidemment de plus en plus de difficultés à augmenter ce niveau de marge parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait un consommateur qui paye, quoi. Oui. Je veux dire, c'est la loi du marché. Au bout d'un moment, les entreprises, elles peuvent se heurter à un plafond de verre. Donc là, c'est toute la question. Est-ce qu'on est au niveau de ce plafond de verre? Est-ce qu'on peut aller plus haut? Okay. Et dans ce cas-là, le niveau de valorisation aujourd'hui des marchés, donc 21 à 22 fois que j'évoquais, se justifie. Maintenant, le danger, c'est qu'on soit sur ce niveau de taquet et qu'en gros, on ne puisse pas ou difficilement aller plus haut. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on paye aujourd'hui une perfection qui est présente, mais qui ne peut plus avoir vraiment d'avenir, entre guillemets, qui perdure dans le temps. Donc c'est là où le risque devient un petit peu asymétrique. Maintenant, pour te donner des éléments de réponse, moi je vois clairement un élément moi, qui me dérange, et c'est pour ça qu'on est plutôt méfiant globalement en ce moment sur les actions américaines dans leur ensemble, c'est la fragilité du consommateur américain. On en a parlé à pas mal de reprises ensemble. Le PIB américain repose pour près de 2 tiers sur le consommateur américain. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie fragilité puisque on a cette fameuse économie en K avec un K, une branche du K, c'est les 10-15% les plus riches qui tirent l'économie, qui voilà, elles se font de plus en plus riches, ont des salaires qui augmentent, ont beaucoup d'actifs financiers, donc profitent de ces envolées des marchés financiers, etc. etc.
Mais tu as la majeure partie des États-Unis, donc l'autre branche du cas, qui elle est de plus en plus en difficulté. On voit qu'il y a des incidents sur les cartes de paiement, des découverts qui n'arrivent pas à être absorbés. On parlait déjà il y a 6 mois de ça, et aujourd'hui avec l'Iran, c'est encore plus Ouais, c'est ça. Bah, tu regardes, assez agressif. je te rappelle un graphe qu'on a regardé ensemble pas plus tard que la semaine dernière, où on expliquait que justement cette tranche la moins favorisée des Américains ont vu sur 12 mois leurs revenus augmenter de Oui, c'est 1% ça, quand l'inflation augmente de 3. Donc il y a une destruction de Ouais. richesse. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient déjà, entre guillemets, un petit peu la corde au cou. Ouais. Bah là, entre guillemets, le pouvoir d'achat Encore continue plus, quoi. à s'éroder parce que c'est clairement eux qui subissent l'augmentation du prix du gallon à la pompe. Donc voilà, ça c'est mon gros point négatif parce qu'aujourd'hui l'économie tient grâce à ces 10-15% les plus riches. Maintenant voilà, on voit bien qu'on est un petit peu sur un fil et que c'est un équilibre qui est naturellement est fragile. Donc ça marque une fragilité. Alors Donc ça, qui tient cet équilibre du coup? C'est quoi l'autre côté? voilà. Alors, il y a quand même des éléments que je trouve positifs. C'est que dans les entreprises du S&P 500, il y a beaucoup d'entreprises technologiques. Et ces entreprises technologiques, elles sont moins dépendantes de ce qu'on appelle le B2C, donc c'est Oui. pas du business to customer, elles vendent moins à des particuliers, c'est beaucoup de B2B, donc il y a des entreprises, donc elles sont moins pénalisées par cette fragilité du consommateur américain, et en plus elles sont complètement internationales. Donc aujourd'hui, tu penses à Alphabet, donc Google, Meta, donc Facebook, Oui, Microsoft, elles sont etc. partout, quoi. Voilà, elles sont partout aujourd'hui. On utilise voilà, tous ces services, Apple, mon iPhone, Oui. enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a moins, entre guillemets, cette dépendance-là. Et pour le coup, ces entreprises sont complètement dans la course à l'intelligence artificielle. Donc pour le coup, il y a des attentes sur la croissance des résultats, sur la croissance des bénéfices qui sont quand même assez importantes, sans avoir voilà, ce niveau de fragilité que pourraient avoir les entreprises qui sont plutôt liées à la consommation discrétionnaire des ménages américains, où là, pour le coup, je serais beaucoup moins serein. Donc ça, c'est clairement un élément moteur, et a priori, c'est un élément qui va continuer, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en a conscience, les entreprises qui sont probablement les plus en avance aujourd'hui sur le segment de l'intelligence artificielle, bah, c'est ces fameuses Magnificent Seven. Donc ça, c'est vraiment la locomotive des marchés américains, et c'est pas impossible que ça continue Ok. ainsi. Le deuxième sujet, un petit peu lié, que je vois un petit peu en élément positif, c'est toutes les entreprises, alors qui ne sont pas forcément dans l'IA, hein, donc je ne parle pas de ces Magnificent Seven, mais des sociétés dans l'industrie, des sociétés dans l'informatique, plein de sujets, qui peuvent bénéficier des avancées technologiques de l'intelligence artificielle pour gagner en productivité. Donc typiquement, pour faire les mêmes tâches, bah, j'ai plus besoin de 10 bonhommes, mais j'ai besoin de 9 bonhommes, bah, du coup j'ai moins de charges, donc naturellement, ma marge nette, elle augmente. Donc ça, c'est un élément voilà, qui peut clairement faire perdurer cette trend d'augmentation des marges bénéficiaires nettes des entreprises américaines. Donc voilà, je suis un peu entre deux feux, Oui, bah entre justement, voilà, cette fragilité et ces éléments plutôt positifs. Mais globalement, ça, voilà, c'est pour le côté, disons, un petit peu macro. Maintenant, quand on regarde les valorisations, je le disais, à 21 fois ou 22 fois les résultats, on est sur des valorisations qui sont hyper exigeantes. Donc, moi, cette faiblesse du consommateur américain, elle me dérange un petit peu. Oui. Je le disais tout à l'heure, il y a des faiblesses sur l'économie européenne, mais les marchés européens se payent 14 fois. Donc, je suis plus à l'aise, entre guillemets, à prendre ce niveau de risque quand j'ai des marchés qui sont nettement moins valorisés. Pour moi, voilà, encore une fois, je me répète, mais 21-22 fois, tu prices la perfection, et je trouve qu'aujourd'hui, on a une fragilité Oui. dans cette perfection, donc c'est vraiment ce qui me dérange Ok. un petit peu. Surtout avec un baril de pétrole encore autour de 100, Voilà, quoi. Ça un peigne et... donc juste pour conclure là-dessus, tu le sais, je le dis souvent, mon métier, c'est pas d'aller rechercher le meilleur rendement, mais c'est le meilleur rendement pour un risque maîtrisé. Et aujourd'hui, je trouve que le risque est mieux rémunéré ailleurs. Ok, Voilà, pour très faire bien. simple. Par contre, parce que ça fait quelques mois aussi qu'on parle la vague d'IA qui va avoir de licenciements Ouais, autour des entreprises. Ça y est, c'est la première fois, enfin, je ne sais pas si c'est l'IA, mais je pense que c'est l'IA, que le SP500, depuis 2011-12, là, je ne sais plus quand, il y a un pic qui est atteint l'année dernière, et là, on commence à avoir moins des employés. Il y a moins de salariés exactement. dans l'SP500. Exactement. Alors c'est la première fois
pour être précis, depuis 2016, Voilà, c'est ça, 2007. qu'on a une baisse du nombre d'employés dans les 500 plus grandes entreprises, encore une fois, américaines. Et c'est hyper important de le rappeler parce que c'est déjà arrivé qu'on ait des baisses d'employés d'une année sur l'autre, mais ça s'était toujours traduit par une baisse des résultats. Ok. Ah oui, voilà. Donc par effet de ricochet, C'est là le c'est petit, hyper, voilà, la subtilité, elle est hyper intéressante. C'est que globalement, dans l'histoire, à chaque fois que tu as eu une augmentation des profits des entreprises, ça s'est traduit par une augmentation du nombre de salariés. Et là, c'est la première fois, du coup, en 2025, puisque ça, ce sont les chiffres de 2025, qu'on a à la fois une augmentation des bénéfices des entreprises avec moins de salariés. Et donc là, on peut évidemment faire le lien direct avec ce que je te disais à l'instant. Et ça, pour le coup, tout le monde en a conscience. On a entendu parler dans les infos des plans de départ de Meta, de oui, Microsoft. il y a Microsoft qui veut faire partir les gens à la retraite américaine plutôt. Ouais. Non, mais tous. Hein, voilà, alors c'est beaucoup les sociétés justement qui ont le nez dans le guidon de l'intelligence artificielle justement qui commencent. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose de capital. C'est-à-dire que voilà, là on a la preuve, entre guillemets, qu'il y a des gains de productivité qui se matérialisent grâce à l'essor de l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose de positif pour les profits des entreprises. Donc celles et ceux qui nous écoutent, qui sont investisseurs, bah, c'est eux, entre guillemets, qui vont en profiter, puisqu'a priori, c'est un mouvement qui est en marche et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça risque de continuer. Donc c'est plutôt, voilà, encore une fois, de manière assez claire, un élément positif pour les futures rentabilités des entreprises dans le monde entier. Alors d'abord aux États-Unis, mais je pense que le reste suivra aussi. Par contre, ça pose la question sociale derrière et quelles seront les conséquences sociales que ça va générer. On disait aux États-Unis, il y a une partie de la population majoritaire qui est déjà en souffrance. Oui, donc si en plus ils n'ont pas de travail. Si tu rajoutes plus de chômage, des pertes d'emploi, etc., voilà, c'est le gros point, en l'occurrence, d'attention. Donc là, c'est plus vraiment un point financier, c'est plus un point sociétal. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là qui ne retrouvent pas un travail? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de 10 ingénieurs, mais de 1 ou de 2. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un vrai débat philosophique. L'histoire, moi, je me suis vachement intéressé à tout ça. C'est clairement pas la première révolution qu'on a majeure depuis, disons, le début du XXe siècle. Tu as eu les chemins de fer, tu as eu l'Internet, tu as eu la digitalisation, maintenant tu as l'intelligence artificielle. Ce qui est hyper intéressant d'observer, c'est que à chaque fois, on a toujours réagi de la même manière. La peur. Exactement. La peur et se dire, OK, il y y en a plein, entre guillemets, qui vont plus pouvoir travailler, qui vont disparaître, etc. Et jusqu'à preuve du contraire, le monde s'est toujours adapté. Il y a eu des nouveaux besoins qui ont été créés, des nouveaux emplois qui ont été créés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas certains qui ont disparu. Donc, clairement, il serait complètement utopique aujourd'hui de penser qu'il n'y a personne dans le monde qui va perdre son emploi à cause de l'intelligence artificielle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Apparemment, les plombiers, ils ont encore le temps. Je pense que voilà, tout ce qui est très manuel, quoi, globalement, il n'y a pas de sujet. Mais après, voilà, moi, je sais pas, c'est peut-être ma nature optimiste, mais j'ai plutôt tendance quand même de voir le verre à moitié plein là-dessus. Je pense que l'humain a une capacité d'adaptation qui s'adaptera. Oui. Après, la natalité est en train de baisser, donc finalement, il y a deux tendances qui se rejoignent. L'IA qui fait de plus en plus de travail de l'humain et l'humain qui fait de moins en moins d'enfants. Heureusement. Donc on va trouver un équilibre. Alors heureusement, non, mais pour le coup, c'est hyper intéressant. Moi, c'est ce que j'adore, entre guillemets, à recouper tout ça. La macro, des phénomènes sociétaux. Là, on parle de sujets de fécondité, etc. On a l'impression, ça fait quelques années qu'on parle de fécondité, mais là déjà, par exemple, moi j'ai une fille, je vais avoir une fille, et ma nounou, l'année prochaine, je sais déjà que, techniquement, je vais prendre la nounou, mais il n'y a pas un boom d'enfants. À Bordeaux, aujourd'hui, les nounous cherchent des bébés. Alors qu'il y a 2-3 ans, appelé le boom après Covid, mais c'était très compliqué de trouver une nounou. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est 2 ans, 3 ans. Non, mais c'est un vrai sujet. Mais alors, tu sais que de ça, dans 3 ans, tu n'imagines même pas le boom IA plus ça. Oui, mais bon, alors ça, c'est le côté positif. Maintenant, le côté négatif, c'est qui va financer les retraites. Donc, tu vois, d'un sujet... L'IA non, tu peux dire beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, la baisse de la natalité va baisser le nombre d'actifs. Par contre, il va y avoir un nombre, disons, de retraités. Qui va augmenter, non, mais c'est sûr. Donc, il va y avoir des sujets sociétaux, je pense, importants à traiter.
Donc je pense que les politiques dans tout un tas de pays au cours des prochaines années vont vraiment avoir des sujets clés à traiter. Et donc celui-ci, naturellement, en fait partie. Ok. Donc en gros, oui, voilà, l'SP500, elle est au max, mais ça y est, il commence à avoir si on peut ça, c'est pas un positif, en tout cas, les marges nettes augmentent parce qu'il y a parce qu'il y a moins Il y a des gains de productivité. salariés, Ouais. des gains de productivité. Donc la course, la hausse peut encore, entre guillemets, continuer. Alors voilà, bon an mal an, la fragilité du consommateur américain. Voilà. En gros, voilà, je t'ai donné vraiment, pour moi, encore une fois, le tableau d'une situation, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est hyper important de regarder toutes les métriques qui sont présentes dans l'équation, et encore plus quand on parle des États-Unis, parce qu'encore une fois, je le dis à chaque fois, alors je suis désolé, on en parle beaucoup, mais c'est 70% le premier marché du monde d'un point de vue capitalistique. Toutes les entreprises américaines, si on les cumule une à une, elles pèsent 70% du marché des actions globales. Donc c'est le marché dominant, et pour le coup, c'est pas nouveau, ça fait quand même très longtemps. Donc moi, encore une fois, je suis surtout là, pour le compte de mes clients, à tenter d'analyser justement cette optimisation du couple rendement-risque. Et le seul message que je dis pas que ça va pas continuer. Encore une fois, je pense que ces gains de productivité et le fait qu'elles aient quand même domicilié chez eux, je parle des États-Unis, les plus grandes sociétés technologiques, je pense que c'est indéniablement un atout. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Maintenant, en face, on a des valorisations qui sont à 22 fois. Donc juste, voilà, c'est mon petit point de réflexion. J'estime qu'il y a un rendement plus attractif ailleurs, pour un risque équivalent. Voilà. Très bien. Là, tu montres un graphique qui... Tu me l'as expliqué tout à l'heure avant le tournage, mais toi, ça t'a surpris, c'est le graphique que tu veux nous partager, quoi. Ouais. C'est la bombe à retardement, c'est le graphique choc, voilà. Alors c'est le graphique choc. Explique-nous, c'est quoi cette flèche rouge? C'est le graphique choc parce que je pense qu'il va prendre beaucoup de gens à contre-pied. Vraiment, moi en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu ce sentiment un petit peu de surprise. Concrètement, donc on est toujours sur le S&P 500, donc les 500 plus grandes capitalisations américaines, et ça montre la courbe verte, si je dis pas de bêtises, les révisions bénéficiaires des entreprises qui composent le S&P 500 au cours du premier trimestre 2026. Un premier trimestre, on le rappelle, qui a quand même été un petit peu chahuté. Ça a commencé avec le Venezuela, on a eu l'épisode du Groenland qu'on a déjà complètement occulté parce que là on est en plein dans le sujet iranien qui dure, on le rappelle, depuis maintenant presque 2 mois. Oui. Donc on entend beaucoup les répercussions inflationnistes, etc., etc. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup commenté justement sur ces sujets. Et là on a un graphe qui nous explique que les entreprises, enfin les analystes ont revu à la hausse les anticipations de bénéfices au titre de l'année, justement 2026, des entreprises américaines. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves en plein milieu d'un choc géopolitique et énergétique qui est majeur, et dans le même temps, tu as des révisions à la hausse des résultats attendus des entreprises. Donc, ça paraît assez anormal comme ça de prime abord. Donc, évidemment, je ne vais pas m'arrêter là, je vais quand même t'expliquer de quoi il en retourne. En réalité, c'est lié à 2 sujets clés. Le premier, clairement, c'est le re-rating, donc la révision à la hausse des bénéfices des majors pétrolières américaines, qui, elles, jouissent d'un double effet bonificateur juste exceptionnel. C'est-à-dire que tu as un détroit d'Ormuz, du coup, on rappelle, 20% du pétrole mondial qui est bloqué. Donc, tu as plein de zones géographiques, l'Europe en particulier. La Chine, le Japon. Il y a plein de pays qui sont obligés d'aller se fournir ailleurs et qui, en l'occurrence, est excédentaire sur le pétrole. Eh bien, tu as les États-Unis. Donc, ils se retrouvent à avoir des quantités d'exportation qui explosent. Et dans le même temps, le prix explose. Tu as le prix qui explose. Donc, en gros, ils exportent beaucoup plus et beaucoup plus cher. Donc là, il y a des révisions qui sont assez significatives. Donc ça pèse clairement positivement sur ces révisions à la hausse. Et le deuxième segment, c'est le segment technologique. Et là, il y a aussi un sujet d'ailleurs qui est un petit peu lié à ce qui se passe du côté du détroit d'Ormuz. C'est que ça a provoqué aussi des pénuries sur la fourniture de puces électroniques, notamment liées à l'IA. Et donc là, tu as le parcours, tu as un indice qui s'appelle le SOX, qui reprend en fait toute l'industrie
des semi-conducteurs qui, en l'espace d'un mois, a quasiment augmenté de 50%. Donc là-dedans, tu as Nvidia, tu as Qualcomm, tu as ASML, bon, voilà, TSMC, il y a plein de Zoom, oui, sociétés voilà. comme ça. Mais donc là, il y a vraiment une explosion littérale à la hausse de ces sociétés qui voilà, ont vu les analystes rehausser leurs anticipations de résultats. Ça, c'est une explosion de la demande et du coup, le prix qui augmente. Alors, À cause aussi des et pénuries du pénurie gaz. d'offres, en fait, c'est deux choses. C'est goulot d'étranglement Hmm. sur une offre qui pourrait devenir un petit peu plus limitée. Et une demande qui, a priori, ne fléchit pas, hein. On écoute à chaque fois les commentaires de Jensen Huang, le PDG de Nvidia. Lui, il est Il est full hyper jusqu'à serein, quoi. Il fait que nous dire voilà, 2040. que les dépenses vont continuer. Donc voilà, donc c'est essentiellement lié à ça. Maintenant, juste un petit message quand même. Je le redis, 48% de hausse sur ces entreprises en l'espace d'un mois. Ça ressemble quand même un petit peu à un FOMO et un excès d'optimisme. Tu sais, moi, il y a quelque chose que je déteste, c'est les hausses en parabolique Oui, toute je pense droite. que tout le monde, hein. Voilà. Alors, oui, alors, je pense que tout le monde ne s'en méfie pas Oui, suffisamment. On l'a vu au mois de janvier, on en parlait ensemble sur les métaux précieux. Bah, quand ça augmente comme ça en ligne droite, ça peut que baisser, quoi. Oui, oui. bah, c'est-à-dire que la tendance, elle est quand même difficile à tenir. Donc évidemment, ce sont des sujets qui sont hyper stratégiques. Évidemment qu'on aura besoin de puces à l'avenir. Je questionne juste le momentum d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est clairement sur un marché qui frôle la surchauffe. Mm. Donc moi, typiquement, je ne suis pas acheteur en l'état actuel des choses de ces sociétés. Surtout parce que si on revient sur le graphique, tu nous as pas parlé de la ligne grise, mais la ligne grise, c'est la moyenne entre 2011 et 2025. Donc on a eu plein des hausses fulgurantes dans ces 14 ans. Et normalement, en début d'année, tout le monde est ultra positif. Et au fur et à mesure, tu te dis, bon, ok, la prévision qu'on Ouais, avait fait en janvier, c'est pas du tout la même chose. on les baisse. Là, Ouais. aujourd'hui, en fait, les prévisions de janvier, on les remonte. Là, elles sont un contre-courant total. C'est C'est-à-dire ça un que peu c'est par rapport à l'histoire. l'idéal, Effectivement, tu as quoi. raison. C'est C'est que 14 ans quand même dans la de... saisonnalité, on a plutôt tendance à revoir ses anticipations à la baisse. Mais là, ce qui marque surtout, c'est la hausse dans ce contexte. Et C'est-à-dire que... c'est pas un petit peu, c'est quand même... Ah non, non, c'est hyper c'est limite significatif. Donc voilà, parabolique. encore une fois, le marché, moi, je considère qu'il est toujours efficient. Donc il y a toujours une explication. L'explication, voilà, donc c'est principalement... Alors voilà, le gros signal de faiblesse, c'est que c'est absolument pas des révisions qui sont homogènes. Pas du tout. Vraiment, il y a plein d'entreprises, pour le coup, qui sont vraiment en difficulté par rapport à ce contexte. Et il y a deux secteurs qui en profitent. Et vu que ces deux secteurs qui sont pondérés dans des proportions Oui. assez significatives dans les indices, et ben, du coup, tu te retrouves avec un chiffre comme ça. Donc encore une fois, c'est pas si étonnant de voir un Nasdaq et un S&P 500 qui est sur des niveaux de valorisation plus hauts aujourd'hui qu'il ne Clairement. l'était avant le début du conflit. Maintenant, je pense que voilà, ça explique bien le sujet. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que c'est normal ou pas, c'est est-ce que c'est tenable, est-ce qu'il y a encore du potentiel. Donc voilà, c'est surtout à ça qu'on cherche à répondre. Voilà, je dirais juste que voilà, derrière une hausse typiquement sur ces valeurs-là de 50% en un mois, euh, je pense qu'il peut être opportun pour celles et ceux qui en ont profité de prendre peut-être quelques bénéfices, Voilà. parce que clairement, c'est pas tenable. On peut pas augmenter de 50% tous les Oui, mois. oui, on est d'accord. Toi, tu aimes bien analyser les flux. C'est Mm. pour ça que souvent tu nous montres des graphiques. Là, tu nous montres un graphique où il y a les ETF des actions US qui ont déjà joué le rebond. Comme on disait la semaine dernière, c'est les 17% en 15 jours. Mm. Aujourd'hui, on arrive trop tard, entre guillemets. Mm. Il aurait fallu acheter quand le conflit avait commencé. Alors, il y a un mois. En gros, le point bas, c'est fin mars. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc là, voilà, le graphique nous montre que les ETF, il y a eu plus de 100 milliards de dollars sur les ETF des actions US, quoi. Tout le monde s'est rué sur Ouais. acheter le bottom, Non, mais et là, on est au top. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a maintenant 3 semaines, on se disait, OK, il y avait un élément globalement hyper pessimiste dans le marché. On l'avait vu sur les ETF avec les particuliers. On l'avait vu avec les CTA, la gestion algorithmique. On l'avait vu avec les institutionnels, les hedge funds. Un élan de pessimiste accru. Et c'est là où on s'était dit, attention, enfin, attention plutôt, soyez vigilants, il peut y avoir justement une opportunité à rentrer aujourd'hui. Parce que le marché étant tellement négatif, que voilà, il y a plus de chances qu'un contre-pied se produise plutôt que l'inverse. Et donc, il s'est exactement passé ça. Et donc là, pourquoi je te montre maintenant ce message de flux, c'est dire que voilà, ce rebond,
il est passé. Et clairement, le marché, il a acheté la fin du Oui, conflit avant qu'elle se produise. C'est-à-dire que je reviens au premier graphe qu'on voyait tout à l'heure, Hormuz, à l'heure où on se parle, est bloqué. Et pour autant, le marché a vraiment acheté la paix. Donc pour l'instant, ça tient, mais par contre, il va falloir que le conflit se résolve Oui, à un moment donné. C'est ce qui a inquiété le marché. Là, le marché semble l'occulter parce que tout le monde est parti du principe que Trump était sur ce fameux taco trade et que c'était pas son intérêt parce qu'il y avait les midterms, que les Iraniens n'avaient pas non plus intérêt à ce que le conflit se prolonge. Donc voilà, il y avait tout un faisceau d'indices laissant à penser qu'on avait plus de probabilité d'avoir une désescalade et du coup une paix entre les deux. Je pense que c'est toujours le scénario central. Mais Hormuz, ça reste Le bloqué. marché l'a joué, mais c'est toujours bloqué. Oui. Donc voilà, maintenant là, encore une fois, je pense qu'il va falloir que ce sujet se résolve parce que le marché, il ne peut pas baigner dans cette euphorie ambiante encore des jours avec un détroit qui est fermé. Parce que je le répète, chaque jour qui passe, c'est des répercussions qui seront de plus en plus lourdes sur la macroéconomie mondiale. À long terme. Donc voilà. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est que avant de te connaître, entre guillemets, je pense qu'il y a plein de monde qui nous regarde, qui ont le même raisonnement, ça montait et je me suis dit, ok, pourquoi ça monte alors que tout le monde est pessimiste? Ou ça baisse, pourquoi ça baisse autant? Mais en fait, c'est ni plus ni moins le flux. Le marché, des animaux qui suivent un petit peu d'un côté ou de l'autre. Et pour que ça monte beaucoup, il faut que plein d'animaux suivent de côté droite. Et pour que ça baisse beaucoup, il faut que tout le monde baisse. Ça ne peut pas monter comme ça sans le flux derrière. C'est pas possible. Non, en tout cas, ça donne la force d'un mouvement. C'est-à-dire que, en fait, je vais te donner un sujet. Demain, si tu as identifié une super opportunité, Miguel, mais que tu es tout seul à l'avoir, ça ne fonctionne pas. Toi, tu mets un ordre à l'achat, mais si personne ne te suit, le train dossier, il ne peut pas s'impliquer. Là, en gros, mon sujet, c'est que je disais, il y a 3 ou 4 semaines, l'analyse des flux me montre un excès de pessimisme et je ne serais pas étonné que le marché prend un contre-pied. Là, c'est plutôt l'inverse. Oui. C'est-à-dire que là, on voit un excès d'optimisme. C'est-à-dire que le marché, il a joué la fin du conflit. Il n'a pas anticipé, il l'a joué. Là, ça y est, clairement, il y a cette notion quand même d'intégration. On le voit avec des flux qui sont encore plus élevés que l'avant-conflit. Donc, voilà. Je pense que... En fait, toi, tu le sais, mais quand on n'y est pas du tout, qu'on n'est pas au-dessus de la finance, il faut du temps avant de comprendre ces mécanismes de flux, mais que finalement, une fois que tu as compris, c'est pas que là tu vois plus clair, c'est comme si tu avais mis des lunettes et que tu en avais besoin, tu te dis ah, mais c'est comme ça que ça marche. L'image, elle est pas mal. Alors, il n'y a pas que les flux, encore une fois. Parce que je suis d'accord, non, mais je suis d'accord, mais en gros, c'est la macro ou quelque chose qui déclenche, mais après, il faut que le flux. En fait, quand tu as le cumul des trois, et c'est pour ça que je rabâche tout le temps ça, donc ceux qui ont l'habitude de nous écouter doivent se dire mais qu'est-ce qu'il a celui-là avec les valorisations, la macroéconomie et les flux. C'est juste que quand les trois te racontent la même histoire, bon, moi je fonce et j'y vais les yeux fermés. Quand c'est que les flux, pour le coup, je suis moins d'accord parce que tu vois, quand tu as des hausses complètement paraboliques, là tu as des flux exceptionnels sur le SOX. Donc au contraire, en fait, les flux. Moi, je le vois plutôt comme un indicateur contrariant. Oui, non, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que quand c'est trop pessimiste, limite, je trouve que, et c'est historique, le marché prend souvent le contre-pied, et quand c'est trop optimiste, c'est la même chose. Et je le répète toujours, si tu as tout le monde qui est pessimiste, ça veut dire que tu as tout le monde globalement qui n'est pas dans le marché. Donc, qui regarde ça en disant... un cri « acheter » voilà. et tout « acheter ». Voilà, et donc si tu as tout le monde qui rentre d'un coup, on voit ce côté volume, entre guillemets, qui peut entretenir une hausse. Et c'est la même chose quand tu as des hausses en parabolique. Oui. Donc je fais mon sujet toujours sur le SOX. Tu as tout le monde qui aujourd'hui achète du Nvidia, du Qualcomm, du Broadcom, etc. Il y en a un qui commence à prendre des profils, et je te dis « ah, il a pris des profils, boum, et ça baisse ». Voilà, c'est-à-dire que pour que la hausse se poursuive, il faut qu'il y ait encore plus de flux, mais quand tout le monde est déjà dans le marché, naturellement, c'est moins probable. Et donc, prochain graphique, on retourne sur les fameux Magnificent Seven, où je crois qu'il y a des mois, Walmart s'est payé beaucoup plus cher que Microsoft. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le cas, mais en tout cas, ils sont le plus bas que là aujourd'hui, on ne peut plus acheter de Microsoft à 17 ou 15% de bénéfices, ni Meta, ils sont tous repris de... Non, mais en fait, j'aime bien ce graphe parce qu'on en avait parlé ensemble. Et il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 semaines, justement, on s'était dit,
les majors de la tech américaine, donc ces fameuses GAFAM, Magnificent Seven, étaient revenus sur des niveaux de valorisation équivalents aux autres entreprises du S&P 500. Ils ne sont pas de value, quoi. Alors que, j'insiste quand même là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu payes une entreprise plus ou moins cher en fonction de ses fondamentaux. Et ses fondamentaux, de manière très claire, c'est la croissance de son chiffre d'affaires et surtout, effectivement, de ses bénéfices. Donc, il est logique, tu seras d'accord avec moi, qu'une boîte qui a l'habitude de montrer des croissances bénéficiaires de 20% depuis 5 ou 10 ans, versus une boîte entre guillemets, qui est déjà mature, qui croît péniblement dans 1% tous les ans, t'as pas envie de la payer le même prix. Ben non. Donc c'est complètement logique que les sociétés qui ont une croissance plus soutenue se payent plus cher. Et donc, moi j'ai toujours trouvé formidable les Magnificent Seven, enfin le business, voilà, il est tellement... aujourd'hui, tu peux tellement pas te passer d'elle, quoi. C'est-à-dire que si tu le voudrais, moi j'entends parfois des discours un peu anti-américains ou quoi que ce soit. Ceux qui vendent le plus de téléphones, c'est Apple. Ton ordinateur, c'est possible déjà que ce soit un Apple aussi. Tu veux te connecter à tes mails, c'est publie sur YouTube, Outlook. On publie sur Instagram, on publie sur TikTok. Outlook, Gmail. Enfin, je veux dire, concrètement, ces sociétés-là, elles sont absolument omniprésentes. Elles sont partout. Donc elles ont ce qu'on appelle les fameux moats, c'est-à-dire que tu peux pas te passer d'elles. Il y a des barrières à l'entrée qui sont absolument stratosphériques. Donc ça en fait des entreprises que tu ne peux qu'aimer, d'un point de vue investisseur, hein, j'entends. Maintenant, encore une fois, il y a le sujet valorisation. Pendant longtemps, ces sociétés se payaient très cher. Et effectivement, on avait identifié ensemble, il n'y a pas si longtemps, qu'elles étaient revenues aux alentours des 20 fois les résultats, alors qu'on était plutôt à 35 quelques mois auparavant. Donc je trouvais que c'était une information qui était assez pertinente, parce que ces sociétés, elles n'ont pas perdu, disons, de leur superbe. Non. Et là, on voit que depuis, le marché est en train de se rattraper. Donc on le voit typiquement sur ce graphe. Ces fameuses Magnificent Seven, elles sont reparties dans un cycle de surperformance par rapport aux autres entreprises du S&P 500. Donc c'est une information, je trouve, capitale, que j'avais envie aussi de partager aujourd'hui. Très bien. Et donc cette hausse, elle peut que continuer si les fondamentaux, comme tu nous rappelles à chaque fois, tiennent. Et ça fait quelques semaines que les earnings, que les résultats des entreprises sont dévoilés. Et cette semaine, elle est capitale. Oui. Parce qu'elles vont tous dévoiler leur. Alors je vais être clair. Leur bénéfice, quoi. Ça, leur résultat. Ouais, c'est la semaine la plus importante de tout le trimestre. Il faut être très clair. Il y a d'un côté la macro et de l'autre la micro. C'est-à-dire que tu as déjà 3 des plus grandes banques centrales du monde qui vont évoquer justement leur politique monétaire cette semaine, donner leurs sentiments concernant l'inflation, le choc du côté de l'Iran. Donc tu as la Banque du Japon, tu as la Fed qui va parler aujourd'hui aux États-Unis, et tu as la BCE qui va parler demain. Donc déjà, tu as une triple réunion de politique monétaire. Donc concrètement, des semaines aussi denses d'un point de vue macroéconomique, c'est déjà assez rare. Et à tout ça s'ajoutent les publications des résultats des entreprises qui se poursuivent. Alors déjà, il y a un nombre en termes de publications qui est hyper étoffé, mais surtout, la journée d'aujourd'hui, donc de mercredi, donc ça va être post-clôture, donc après 22h heure française, il y a tout simplement, alors je vais donner un ancien sigle, mais les fameuses GAFAM qui publient leurs résultats aujourd'hui. Donc tu vas voir Google, donc Alphabet, tu vas avoir Meta, tu vas avoir Microsoft et tu vas avoir Amazon. Et demain, jeudi, tu vas avoir Apple. Donc tu as vraiment les entreprises les plus puissantes de ce monde, qui sont les leaders dans l'intelligence artificielle, qui vont publier leurs résultats. Il manquera que Nvidia. Il manquera que Nvidia, mais alors, on peut avoir des indications sur la publication d'Nvidia grâce aux publications de ces 5 autres. Maintenant, voilà, il y a 2 choses pour moi qui sont capitales. Ce sont des sociétés qui se sont fait un petit peu sanctionner depuis le mois de novembre et depuis les publications du T4 2025, parce qu'en gros, on leur aura un peu reproché ces capex absolument stratosphériques qui ont considérablement fait chuter ce qu'on appelle les free cash flow. Et c'est vrai que le marché
ne se contentaient plus, disons, des promesses d'investissement, mais cherchent à présent de la suite dans les idées. Donc, en fait, ils veulent la monétisation, en Oui. l'occurrence, de ces CAPEX. Donc, ce sera hyper intéressant à regarder, voir ce que déjà les résultats nous diront et ce que les guidance, justement, des CEO qui vont parler nous diront justement là-dessus, donc sur la monétisation de l'IA. Donc ça, c'est le premier point. Et ce sera hyper intéressant pour NVIDIA aussi, parce qu'ils vont aussi publier leurs anticipations de CAPEX. Et on le sait quand on parle. Donc je rappelle ce qu'est les CAPEX, c'est les dépenses d'investissement. Et aujourd'hui, les CAPEX de ces sociétés-là, c'est essentiellement des CAPEX IA. Et donc en gros, c'est des puces NVIDIA. Donc si ils se réunissent tous mercredi et jeudi en disant on augmente les CAPEX, ouais, tu peux être sûr que Nvidia NVIDIA va monter. va progresser. Alors qu'aujourd'hui, en ce moment, elle est déjà au Ouais. top, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment la semaine la plus importante du trimestre. Elle va être capitale. Les résultats qui vont être publiés vont naturellement, probablement, voilà, changer la dynamique qui est en place. Soit ça confirme le bon mouvement et la hausse pourra se poursuivre. Mais encore une fois, attention, on est sur des niveaux de valorisation qui sont un petit peu exigeants quand même aux États-Unis. Donc voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'attention et on Oui. en parlera ensemble avec plaisir la semaine La prochaine. semaine prochaine, très très bien. Bon, bah, vous l'aurez compris, l'IA à fond, les 3 d'Ormuz, par contre, toujours fermé, et la consommation américaine comme européenne à ce moment qui a du mal à remonter. Voilà, un petit cocktail Molotov, tu mélanges tout et ça te donne les marchés. C'est ça, mais Le c'est marché passionnant, boursier. il se passe plein de choses en ce moment, c'est passionnant à analyser. Très bien. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, envoyer cette vidéo à quelqu'un qui est aussi passionné que nous des marchés boursiers. Et on se retrouve à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.